Les populations de Ménaka peuvent enfin souffler. La ville vient d'être approvisionnée en produits alimentaires comme le riz, du sucre, du lait, du thé, de la farine et des condiments. Cela à des prix abordables. Cette action facilitée par les forces armées maliennes soulage ainsi les populations qui étaient affectées par la pénurie des produits de première nécessité. Dans cette édition, nous irons à Tombouctou. Le chef d'état-major de l'armée de terre a effectué une visite de commandement. Il a pu échanger avec les hommes sur leurs conditions de vie et de travail. Retour sur cette visite dans quelques instants. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Le Mali met le cap sur les énergies propres, une détermination réaffirmée à l'occasion du Forum international de l'énergie atomique qui s'est achevé à Sochi en Fédération de Russie. C'est justement avec l'aide de la Russie que les discussions se poursuivent au niveau international en vue de faire aboutir le projet de centrale nucléaire au Mali. Mais dans un premier temps, la solution passera par les énergies renouvelables avec la construction annoncée de la centrale solaire de Sanankoroba. Elle aura une capacité de 200 MW et entrera en production d'ici 9 à 12 mois. Sur le volet énergétique du bilan de Sochi, je vous propose d'écouter le ministre de l'économie et des finances, Alocene Sanou, est au micro de nos envoyés spéciaux, Yaha Konaté et Adama Kamara. L'industrialisation d'un pays nécessite beaucoup d'énergie. Déjà aujourd'hui, le Mali a un problème important de production d'énergie. En plus de cela, pour se lancer donc dans l'industrialisation, il faut nécessairement beaucoup d'énergie. Et à l'occasion du forum, nous avons rencontré que les besoins énergétiques vont augmenter de 50% d'ici les années 2050. Donc, ce qui fait que le besoin se fait sentir de plus en plus important. Donc, il faut trouver les moyens d'assurer donc une disponibilité de l'énergie, non seulement pour les populations, mais également pour les entreprises et les industries que nous envisageons de créer avec le secteur privé. Donc, dans ce cadre, nous avons signé un partenariat avec la société Novavin en 2023. Novavin a fait une visite de terrain au Mali il y a 3 semaines. Et actuellement, nous sommes en train de ficeler les accords pour signer un contrat qui va nous permettre de réaliser une centrale solaire à Sanankoroba qui va assurer la production de 200 MW plus 10% de stockage en batterie. Tout cela a des conditions extrêmement avantageuses. Il s'agit de faire ces 2 unités en PPP avec des conditions extrêmement avantageuses, comme je l'ai dit. Les contrats sont en cours de signature et nous reviendrons plus en détail sur les termes de ce contrat dès qu'ils vont être signés. Cela va permettre donc au Mali d'avoir 200 mégas. Et si nous ajoutons à cela les 150 mégas qui vont être produits par les Chinois à Safo, ça va nous amener à 350 mégas dans un délai donc de 1 an, de 9 mois à 12 mois. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, notre besoin minimum, en tout cas, est de 500 mégas. Et si nous arrivons déjà à produire sous forme d'énergie renouvelable 350 mégas, cela va faire que les barrages de Guyana, de Fielou et les autres centrales que nous avons vont largement permettre, j'en suis sûr, en 2025, de couvrir largement les besoins du Mali. Il s'agira en ce moment de se projeter sur les besoins futurs des entreprises pour développer encore d'autres sources comme à Bougouni, nous avons la possibilité de faire encore une centrale de 200 mégas. Donc, dans le même temps, nous sommes avancés sur le projet du nucléaire, parce qu'il faut rappeler que la feuille de route pour mettre tout cela en œuvre, que ce soit le domaine du nucléaire, le domaine de l'énergie renouvelable et le domaine des mines, a été signée dans une feuille de route que Madame le ministre de l'Énergie a signée avec le directeur général de Rosatom, M. Gatchov, hier, en marge du forum. Donc, ce que je voudrais dire par rapport au domaine de l'énergie nucléaire. Donc, il s'agit actuellement de continuer les discussions pour que nous puissions envoyer notre demande au niveau de l'Agence internationale de l'énergie atomique pour démarrer les négociations avec l'appui de la partie russe. Comme vous le savez, ces 2 démarches sont raisonnablement, la fin de cette démarche est raisonnablement attendue dans 4 ans. Et d'ici là, en octobre 2024, il est attendu une dizaine d'étudiants maliens que Rosatom s'engage à recevoir et à former dans le domaine de l'énergie nucléaire.
Et également, il s'agit de poursuivre donc, les discussions pour qu'on ait une visite de Rosatom sur le terrain à Bamako pour aller visiter le terrain et savoir quelles sont les zones qui doivent être retenues pour la réalisation de ces centrales nucléaires. Je rappelle que c'est entre 2 et 4 centrales nucléaires de 50 MW qui sont avec la modulation possible de la puissance qui sont attendues dans le cadre de ce projet. Nous avons également vu les avancées remarquables de la Russie en matière de médecine nucléaire, et surtout en matière d'oncologie. Donc, comme un des exposants l'a dit, nous avons commencé la médecine à partir de l'anatomie du corps. Après, nous sommes passés au fonctionnement et nous sommes passés à l'atome. Donc, aujourd'hui, c'est la médecine atomique. Il faut aller de l'atome, donc de la cellule, au niveau de l'être humain pour pouvoir traiter les maladies. Et l'énergie atomique est l'une des meilleures solutions dans le domaine et la Russie a une avancée considérable dans ce secteur. Je vous l'annonçais dans les titres, à Ménaka, une cinquantaine de camions chargés de produits alimentaires est arrivée sur place et sur bonne escorte des FAMA. La population peut désormais acheter du riz, du sucre, du lait, du thé, de la farine et des condiments à des prix abordables. L'approvisionnement du marché en denrées de première nécessité devra alléger la souffrance des habitants sérieusement affectés par la pénurie des produits alimentaires en cette période de Ramadan. Aucun incident n'a été signalé au cours de ces voyages, nous dit Mohamed Lamine Maïga et Ibrahim Ag Amini. Beaucoup attendu par les habitants de la région, une cinquantaine de camions remplis de produits alimentaires sont arrivés à destination sous escorte des forces armées maliennes. C'est le lieu pour moi de remercier les autorités du Mali, du sommet jusqu'à Ménaka, de remercier nos femmes qui nuit et jour veillent sur notre sécurité et notre comportement. C'est le lieu de les dire merci. Merci à nos commerçants, merci à nos chauffeurs, merci à la population de Ménaka, car ils ont tous noué les maillots. Merci à nos radios qui ont toujours contribué à calmer l'esprit de la population. Les autorités régionales sont reconnaissantes de cet acte de patriotisme réussi par les femmes. Le souci principal des plus hautes autorités de la transition, c'est de venir en aide à toutes les populations, qu'elles soient de Ménaka, Ségou, Kaï, partout au Mali où la population se trouve, dont les femmes sont là pour la population et leur bien. Nous venons d'exécuter une importante mission qui a consisté à escorter plus de 50 camions de Gao jusqu'à Ménaka. Ça a été un ouf de soulagement et on va prier le bon Dieu que ces genres d'escorte puissent continuer encore. Nos femmes et leurs partenaires qui ont suivi le combat de Gao jusqu'à Ménaka. Nous remercions toutes nos autorités de la République qui ont mis le paquet pour diminuer la souffrance de notre région. C'est avec le sourire que ces camions remplis de produits alimentaires ont été accueillis par les commerçants, les habitants de la région et les autorités régionales. S'enquérir des conditions de travail des hommes sur le terrain et transmettre les encouragements de la hiérarchie, tels étaient les objectifs de la visite du chef d'état-major de l'armée de terre à Tombouctou. Il a aussi visité les emprises FAMA à Tombouctou et Goundam et échangé avec les hommes sur le terrain. Une visite suivie par notre reporter Idrissa Goulou Sissoko avec le concours de la DIRPA. Le chef d'état-major de l'armée de terre a effectué 3 jours durant une visite d'autorité dans la région de Tombouctou. Le général de brigade Aruna Samake a, au cours de cette visite, pris connaissance de la situation sécuritaire au PC du secteur 3 et visité les installations du site de la MINUSMA et celle des FAMA. L'objet de ma visite en 5e région militaire, qui est aussi le secteur 3 de l'opération Maliko, s'inscrit dans un cadre de visite d'autorité. Visite d'autorité, pourquoi? C'est pour voir les conditions de travail, de vie des hommes aujourd'hui sur le terrain. Le chef d'état-major général des armées nous a toujours encouragés dans ce sens-là. Cette visite de terrain a été une occasion pour le chef d'état-major de l'armée de terre de rencontrer les cadres et les hommes pour leur transmettre les félicitations et les encouragements de la hiérarchie et prodiguer des conseils. À Goundam, autre étape de cette visite, les échanges avec les hommes et la visite des installations ont permis à l'ordre du jour de s'inquérir des conditions de travail sur le terrain. Très heureux de recevoir les autorités militaires et ça témoigne de leur intérêt pour nous sur le théâtre des opérations.
Et c'est aussi un signe d'engagement. Ça nous réconforte dans tout ce qu'on est en train de faire ici. Et cette visite du CMAT a concerné d'abord les unités organiques de Tombouctou et aussi le 52e régiment de Gundam. Mais le CMAT ne s'est pas seulement arrêté aux unités organiques, ça a été une occasion de rassembler toute la corporation avec un message de cohésion, un message d'entente pour les différentes forces, mais aussi une visite qui a permis à l'ensemble des forces de se retrouver autour d'un dîner de cohésion au niveau de la rupture collective. Sur le terrain, j'ai vu des hommes rompus à la tâche. J'ai vu des hommes qui ont le bon moral et ça me rassure de l'accomplissement de la mission qu'on leur a confiée sur le terrain. Au cours de son séjour, le chef d'état-major de l'armée de terre a rendu des visites de courtoisie au gouverneur de Tombouctou et Taoudéni, aux autorités administratives et coutumières de Tombouctou et Gundam. Ils ont tous salué les efforts des FAMA dans la sécurisation des personnes et de leurs biens. Le président de la transition donne le sourire et l'espoir à 1000 veuves civiles dans la capitale. Au nom du président de la transition, le ministre en charge de la promotion de la femme a remis les sacs de céréales à cette couche en situation de vulnérabilité. La cérémonie s'est déroulée en 2 étapes au terrain Sakali en commune 2 et au terrain municipal de Niamakoro en commune 6 du district de Bamako. On en sait plus avec Awadit Makamara. Les activités de Sungalo Solidarité battent leur plein à Bamako. Ce vaste programme du président de la transition donne aujourd'hui le sourire à 1000 veuves des 6 communes du district de Bamako. 1000 sacs de céréales pour 1000 veuves civiles. Les mots laissent place à l'émotion. C'est la première fois que je viens à ce genre d'activité. Merci au président de la transition. Qu'Allah le protège. Nous avons perdu nos maris, mais nous gardons espoir. Merci au président et à ses collaborateurs pour ce geste très important. Cette action de solidarité du président de la transition est conduite ce jeudi par la ministre en charge de la promotion de la femme qui avait à ses côtés le commissaire à la sécurité alimentaire. Les 2 émissaires du chef de l'État à travers cette remise assistent les couches vulnérables. Je voudrais remercier le président de la transition, le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, qui a instauré ce mois de solidarité, ce mois de cette opération qu'on appelle son cadeau de solidarité pour venir en aide aux populations maliennes partout où elles vivent. C'est l'ensemble du territoire de Mali, dans l'ensemble des régions. Je pense que c'est une grande preuve de solidarité de l'État en faveur des populations les plus vulnérables. Ces gestes se réalisent en une période très difficile pour nos populations. Nous sommes au mois de Ramadan et au mois de Carême, disons comme ça, parce qu'il y a les carèmes chrétiens aussi qui se déroulent. Et ça coïncide avec une période de très grande chaleur. Tout cela cumulé va devenir un moment de souffrance pour la population. Donc c'est suite à ce constat que nous, gouvernement, nous avons décidé de manifester notre grande solidarité vis-à-vis de nos populations. Cette solidarité qui est légendaire parce que, comme on peut le savoir, de tout le temps, le Mali a été un pays d'hospitalité, d'entraide, de communion, mais aussi d'union. Ces actions que nous sommes en train de mener à Bamako et un peu partout sur le territoire du Mali, que les populations comprennent que les plus hautes autorités compatissent à leurs souffrances, sont à leur côté, mais aussi sont à la recherche de solutions pour pallier toutes ces difficultés. Et pour le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, qui est mon département, ces actions, ces gestes sont très importants. Ce vaste programme concerne également les tout-petits qui recevront bientôt des habits de fête au nom de leur papa, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Les communautés
musulmane et chrétienne observent cette année le jeûne ensemble. Une coïncidence heureuse pour certains chrétiens et musulmans de la cité des rails, car selon eux, le ramadan et le carême constituent trois actions identiques, à savoir le jeûne, la prière, l'aumône ou sacrifice, même si les finalités sont différentes. Kansoutou Kanouté nous parle de ces deux périodes d'adoration. Le mois de Ramadan a débuté le 11 mars 2024 au Mali. Cette année, il y a eu une particularité, laquelle coïncide avec le carême des chrétiens. Le Ramadan et le carême des chrétiens, un moment très important pour les deux communautés religieuses pour réaffirmer leur foi. Il y a des similitudes entre le Ramadan et le carême, à savoir la prière, le jeûne et l'aumône ou sacrifice, mais à la finalité, il y a une différence. L'origine du carême revient au texte musulman et au Coran par rapport à l'institution des mois de jeûne qui correspond au 9e mois du calendrier musulman. À la deuxième année après l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc son déplacement de la Mecque à Médine, l'observation du jeûne a été instituée, consistant à observer 29 ou 30 jours de jeûne, commençant à l'aube et se terminant jusqu'au crépuscule. Déjà au 1er siècle, l'Église a commencé à observer une semaine de carême avant les fêtes de Pâques. Après, petit à petit, dans les années 300 après Jésus-Christ, l'Église a commencé à préparer les catéchumènes, c'est-à-dire les candidats qui se préparent au baptême, donc pour devenir chrétiens. On leur donne la catéchèse pendant 40 jours. On leur parle de la foi chrétienne. Et petit à petit, on a ajouté à cette préparation un temps aussi pour que la communauté chrétienne se prépare aux fêtes de Pâques. Cette coïncidence entre Ramadan et le carême des chrétiens, selon mon analyse, n'est pas un hasard. Le bon Dieu veut que musulmans et chrétiens se donnent la main et dans la prière pour que la paix, la stabilité reviennent au Mali. Pendant ce temps de carême, j'ai prié beaucoup pour notre pays, le Mali, afin que la paix puisse revenir au Mali. Le jeûne est obligatoire, aussi bien chez les musulmans que chez les chrétiens, mais la durée et la manière de l'observer sont différentes. Il faut savoir que le jeûne, il y a le jeûne total et il y a le jeûne partiel. Le jeûne total, ça veut dire 24 heures de jeûne. Mais il y a le jeûne partiel où on se prive d'un repas par jour. Bon, c'est ce que moi je fais. Être majeur, une condition physique suffisante pour observer les jeûnes, et ne pas être frappé par certaines interdictions, notamment les femmes qui observent leurs menstrues ou les femmes après les accouchements. Il y a des tolérances pour les personnes qui sont en voyage. Maintenant, pour toutes les personnes qui n'ont pas ces facilités, l'observation du jeûne est obligatoire. L'Église aujourd'hui prend comme jour obligatoire de jeûne le mercredi des cendres et le vendredi saint. Les autres jours, ce n'est pas une obligation. Chrétiens, musulmans, nous jeûnons et nous jeûnons pour Dieu. Maintenant, les modalités sont peut-être différentes. L'Église a parlé dans le temps de s'abstenir de manger la viande le vendredi, ensuite de s'abstenir de certaines choses, la cigarette, l'alcool, pendant le jeûne. À travers le jeûne, on peut retrouver la santé. Pendant cet exercice, notre manière de manger change et cela est bien pour la santé. Par exemple, le fait de manger à tout moment, sans répit, cela peut causer des problèmes de santé. Depuis le début du carême, plusieurs fidèles musulmans et chrétiens ont changé de comportement et la collaboration entre les deux communautés religieuses est bon enfant. Au début du carême, en général, le Saint-Siège, le Vatican, le pape envoie un message à l'ouverture du mois de jeûne de nos frères et sœurs musulmans. Nous le portons à nos frères. Je suis dans la
coalition citoyenne de la société civile. Et même l'année dernière, ils ont eu une nuit de prière. J'ai participé à ça. Et aussi, nos grandes fêtes, Noël, Pâques, ils viennent. Moi, je consacre mon temps de jeûne sur la charité, le pardon et puis le changement de comportement. J'accompagne les trois, c'est-à-dire le jeûne, pour me priver de la nourriture à un certain temps. D'abord, pour que je puisse perdre un peu de poids, c'est très bon pour l'organisme. Et aussi, je jeûne pour pouvoir beaucoup prier, demander beaucoup de faveurs à Dieu. Que tu sois chrétien ou que tu sois musulman, le Mali c'est un pays laïque. Donc on doit se respecter dans sa religion. Donc tout le monde a sa façon d'adorer Dieu. Mais l'objectif est recherché dans tout ça, c'est pour avoir des bénédictions. Quand même, j'apprécie les deux, mais moi-même, je suis musulmane. Le ramadan et le carême des chrétiens ont une ressemblance, à savoir le jeûne, la prière et les sacrifices ou l'aumône. Les 30 jours du ramadan sont des efforts que l'on fournit pour Dieu et l'Aïd el-Fitr vient célébrer cette réussite. Et le carême des chrétiens est tourné uniquement vers Pâques pour accueillir un grand événement, celui de la mort et de la résurrection de Jésus. Journée nationale de la courtoisie sur la route. La 13e édition a été magnifiée hier par le département en charge des transports et des infrastructures à travers l'Agence nationale de la sécurité routière. La conduite automobile réclame un comportement responsable. C'est le thème de cette année. Cette année, 200 chauffeurs sont formés sur les règles de la circulation routière. Les détails avec Abdul Karim Kaba. Instituée depuis 2011, l'Agence nationale de la sécurité routière, ANASER, célèbre la journée nationale de courtoisie sur la route. Les chauffeurs sont un segment important dans la circulation et même dans la sécurité routière. C'est pourquoi 200 chauffeurs sont formés sur les règles de la circulation routière. Cette journée mérite d'autant plus d'être célébrée dans la mesure où le contexte actuel est marqué par la persistance de l'insécurité routière, avec ces séries noires d'accidents aussi graves les uns que les autres, avec leur macabre bilan de morts et de blessés. Le thème de cette année est « La conduite automobile réclame un comportement responsable ». La circulation sur les routes doit être un moment de convivialité, de solidarité et de tolérance. Les usagers de la route ont le sentiment largement partagé que l'agressivité sur la voie publique, le plus souvent verbale, et parfois physique, a pris des proportions alarmantes. Elle agace et déroute les observateurs, car la route est un espace public qui devrait plutôt promouvoir les civilités et les humanités au regard de la communauté des risques qu'elle cristallise. Nous sommes des chauffeurs, ça fait 30 ans qu'on est dans le transport, ça c'est une bonne chose pour nous. On se retrouve aussi. La manière que le ministre a parlé, tout le monde a vu, ça nous a donné beaucoup de conseils. Si on a travaillé avec ça, ça va nous aider. Le sapeur-pompier aussi est venu. Bon, ça va nous aider aussi à travailler sur les routes, sur les goudrons, parce qu'il a bien dit, nous sommes les premiers. Cette session essentiellement consacrée au renforcement des capacités des conducteurs routiers de la capitale est aussi un cadre pour échanger sur leurs préoccupations. Tout cela pour une bonne coordination des actions de lutte contre l'insécurité routière. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.